compliqué de lire sur l'ordinateur. Bonsoir à tous. Écoutez, je vous propose de démarrer pour cette troisième et dernière conférence du crash de l'année, consacrée ce soir à la présentation et à la discussion autour d'un travail de thèse dont je vous restitue le titre intégral, Soigner les étrangers, l'État et les associations pour la couverture maladie des pauvres et des étrangers en France des années 1980 à nos jours. Alors ce travail nous a intéressés à plus d'un titre, collectivement et personnellement au sein du crash. Alors pour ne rien vous cacher, notre invitée du jour, Caroline Isambert, et moi, on se connaît depuis une petite dizaine d'années maintenant. On a travaillé ensemble au sein d'un collectif qui s'appelle Cette France-là et qui œuvrait à une réflexion sur la politique migratoire de Nicolas Sarkozy entre 2008 et 2012. À cette époque-là, moi, je ne travaillais pas à MSF et Caroline était prof d'histoire en collège et en lycée, métier qu'elle a pratiqué jusqu'à il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, Caroline est responsable du plaidoyer à l'association AIDE. Et concomitamment à ces activités, Caroline a donc mené un travail de thèse en histoire au sein de l'EHESS sur les dispositifs d'accès à la santé pour les étrangers en France dans les années 80 et 90. Voilà. Et donc la deuxième raison pour laquelle nous avons invité Caroline ce soir, c'est que sa thèse l'a assez naturellement amené à s'intéresser à l'action de Médecins sans frontières et accessoirement de Médecins du Monde, dont il est possible que certains des représentants soient ici ce soir, dans l'élaboration de ces dispositifs d'accès à la santé pour les étrangers. Or, cette mission, qu'on appelle la mission France, elle est largement méconnue, et en tout cas aujourd'hui, et a fait l'objet de peu de travaux, de peu de récits. Alors, il se trouve que j'avais, moi, en 2010, fait un petit travail dont on retrouve une synthèse au sein du livre Agir à tout prix, et qu'évidemment, l'ambition de Caroline est beaucoup plus vaste, et qu'elle tentera ce soir de restituer une partie de cette histoire méconnue du monde associatif humanitaire français. La troisième raison pour laquelle on a invité Caroline, c'est que, d'une certaine manière, cette thèse a également été rendue possible, je vais essayer de rester très modeste, mais par l'accès que MSF et MDM également fournit aux chercheurs, l'accès à ces archives. Et donc on a ici sous les yeux un travail assez volumineux qui est aussi le résultat de cette ouverture au monde de la recherche qu'on essaie de cultiver et d'entretenir au sein de l'association et dont on espère que les résultats puissent contribuer à la réflexion de MSF, à la connaissance de son histoire, mais aussi à la réflexion sur ces opérations. Donc, autant de bonnes raisons, il me semble, pour avoir convié Caroline ce soir, d'autant qu'elle n'a pas encore tout oublié de son travail, puisqu'elle a soutenu sa thèse il y a à peine 1 mois, et qu'elle nous fait le plaisir d'en livrer une petite synthèse, en tout cas pour partie, à MSF. Donc je suis vraiment très ravi pour toutes ces raisons de t'accueillir ce soir, Caro. En espérant aussi que la présentation suscite un certain nombre de discussions sur ce qu'elle nous racontera, mais aussi
en relation avec les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, évidemment sur ce qu'il reste de la Mission France ou sur son évolution, mais plus généralement sur un certain nombre de questions qui sont abordées régulièrement dans le cadre de nos débats sur la manière dont on alloue les ressources, dont on décide d'ouvrir ou de fermer une mission, qui sont autant de thèmes discutés très largement avec les participants à la formation de coordination de projet qu'on est en train d'animer au Crash en ce moment, et dont une grande partie des participants sont là également. Donc c'était une dernière raison pour inviter Caroline aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas en dire davantage. Je vous propose, comme à l'accoutumée, une présentation qui durera un peu plus de 30 ou 40 minutes. Et puis, la discussion sera ouverte ensuite à la salle avant donc qu'on se retrouve, là encore, comme d'habitude, pour un petit verre de fin de soirée. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Et puis encore à toi, Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Peut-être en préambule, je vais commencer par dire que j'ai très peur. Autant baratiner un jury de thèse, c'est toujours possible, parce qu'ils n'ont pas vu les sources, parce que bien tourné, il y a beaucoup d'arguments qui passent. Baratiner les gens dont on raconte l'histoire, c'est un peu plus compliqué. Et c'est d'autant plus difficile ce soir parce qu'il me semble, mais vous pourrez me le confirmer, que c'est votre histoire, mais qu'il y a deux rapports prégnants à cette histoire de la Mission France à MSF. C'est soit on y a été complètement et on en connaît chaque détail, on en connaît chaque date, on en connaît chaque controverse. Je vais essayer de vous en rendre compte et j'ai fait avec les membres de MSF des entretiens proprement hallucinants, dont un entretien qui a duré 7h30 sans que j'ai quasiment à faire de relance. Et puis, ou alors, on l'ignore complètement. C'est-à-dire que la Mission France est une sorte, pourtant une organisation qui a une vraie culture de sa mémoire de la transmission. La Mission France des années 80-90, elle existe assez peu dans la mémoire collective. Donc, je vais essayer de m'adresser à ce double auditoire que je pressens dans la salle, peut-être qu'il y en a d'autres ce soir. Tout d'abord, je vais commencer par des remerciements parce que je suis complètement d'accord à ce qu'a dit Michael sur l'accès aux chercheurs et je vous remercierai de m'avoir laissé tranquille en fait. C'est-à-dire que j'ai eu les cartons d'archives, les noms des gens et j'ai eu la possibilité de rester très tard. Ça paraît idiot, mais je travaillais à l'époque et on m'a donné littéralement les clés du service de documentation et ça a rendu le travail sur archives possible et poussé et on m'a jamais rien demandé en retour. On m'a même parfois payé des cafés et ça n'arrive pas partout parce que c'est pas possible pour toutes les organisations d'offrir ces conditions de recherche et parce que aussi des organisations ne font pas ce choix-là et finalement MSF finalement jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu à confronter mon travail à la parole ou la vision de MSF et c'est une très grande chance. Peut-être juste pour vous donner le cadre de la thèse, je vais vraiment me concentrer, parce que j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus sur la Mission France de MSF, mais ça s'inscrit dans un travail plus large où j'ai essayé de retracer l'histoire d'un dispositif d'aide sociale qui s'appelle l'aide médicale d'État. Pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, l'aide médicale d'État, c'est la couverture maladie des sans-papiers. Pour le faire vite, aujourd'hui, je résume, les personnes les plus pauvres en France, elles accèdent aux soins et à la couverture sociale grâce à ce qu'on appelle la PUMA, ce qui s'appelait avant la couverture médicale maladie universelle et la couverture maladie universelle complémentaire. Donc ça, c'est le cadre général. Ça permet une prise en charge à 100% des soins avec un panier de soins qui n'est pas génial pour l'optique, pour un certain nombre de choses, mais pour ce qu'on appelle le risque lourd,
lourde. Le lourd, ça passe. Et puis, il y a une sorte de système à part qui s'appelle l'aide médicale d'État, qui a été créé en 2000, là, qui prend en charge l'intégralité des soins, ça marche plus ou moins, et qui est spécial sans papier. Et je vois des gens qui connaissent bien dans la salle. C'est un cas unique en Europe où on a fait le choix, non pas de laisser un accès aux soins aux sans-papiers, ça on trouve des pays d'Europe où c'est le cas, mais de faire une espèce de porte particulière d'entrée où les gens, avec ce sens de la bureaucratie française, ont une carte, ont un numéro, vont dans des guichets, enfin sont très reconnus par l'État social, alors que de l'autre côté, on leur dit que leur place est dans leur pays d'origine. Et c'est sur ce paradoxe finalement que j'ai construit la thèse, en essayant de voir comment on était arrivé à ce système un peu délirant en fait, de bureaucratie délirante qui fait une couverture sociale pour les gens qui n'ont pas à être là. Et puis, de l'autre côté, des politiques migratoires de plus en plus répressives. Donc d'abord une histoire qui occupe à peu près les 2/3 de la thèse. Et puis je suis allée voir comment ça se passait dans les faits, dans un hôpital et puis dans une association, pour voir concrètement quels avaient été les effets de choisir cette couverture spéciale sans papier. Et là, j'ai un peu exhumé, sans finalement que ça soit mon projet de départ, le rôle qu'avaient joué les associations humanitaires dans la fondation de la couverture maladie universelle et ça s'est passé en même temps, et la fondation de l'aide médicale d'État. Comment, en fait, la CMU, peut-être que, je ne sais pas si vous associez MSF et la CMU, et pourtant, oui, non, Ronnie Broman, c'est pas du jeu. Mais je ne suis pas sûre que dans la mémoire collective, on se dise qu'on pense à Martine Aubry, peut-être à MDM, dont l'action en France est jusqu'ici restée plus visible, mais je ne suis pas sûre que dans la mémoire collective, MSF soit un artisan de la loi CMU, et pourtant c'est le cas. Et donc j'ai retracé cette histoire et de voir comment cette couverture maladie dans cette question de la couverture maladie des pauvres, s'était imbriquée la couverture maladie des étrangers, et s'était imbriquée une autre histoire qui était celle des associations humanitaires et de leurs relations avec leur pays d'origine. Est-ce qu'on est légitime pour intervenir ou non chez soi? Est-ce que ça nécessite des modalités d'action particulières où il faut faire ça comme n'importe quelle autre mission? Et est-ce qu'on va parler sur tous les sujets? Et on va voir, et là je vous laisserai tirer les fils tout seul, que là où ça va poser ces questions, c'est est-ce qu'on intervient dans le champ des politiques d'immigration? Est-ce que, et ça va être une question qui s'est posée pendant 20 ans, de 80 à 90, est-ce que MSF doit s'exprimer sur ce que doit être la politique migratoire de la France, au-delà des simples aspects d'accès aux soins et de santé? Évidemment, ça fait des échos avec ce qui peuvent être vos interrogations opérationnelles aujourd'hui, dont vous parlerez certainement mieux que moi. Alors, je vais vraiment vous raconter une histoire. Il y aura certainement peut-être des précisions à apporter, des dates, des noms sur lesquels je me suis trompée. Je suis aussi là pour rectifier. Voilà, on peut encore un peu arriver à plus de précision historique. Donc, au milieu des années 80, on est dans une situation où émerge la question de la nouvelle pauvreté. L'idée qu'il y aurait, à côté de la figure du SDF alcoolisé à la rue, l'émergence d'une pauvreté liée au fait qu'il y a plus de chômage, liée au fait que le travail ne permet pas toujours de vivre correctement, qu'il y a plus de familles monoparentales et qu'on se retrouverait avec des gens qui finalement n'arrivent pas à joindre les deux bouts, là encore, je vous laisse faire les parallèles qui s'imposent, et qu'on a un certain nombre de problématiques sociales qui émergent. Il y en a une qui émerge un peu plus tard que les autres. La problématique, par exemple, alimentaire avait été mise sur le devant de la scène avec l'ouverture des Restos du Cœur, c'est celle de la santé. Est-ce qu'il y a un souci pour l'accès aux soins des plus pauvres en France dans les années 80? Pour beaucoup de gens, c'est pas le cas.
la France, elle a peut-être des défauts, mais elle a le système de santé le plus performant au monde. On a la sécurité sociale, avec tout un mythe un peu autour du système issu de la résistance, etc. Et en fait, ça fonctionne. Et parmi les premiers à défendre cette idée-là, finalement, il y a les médecins humanitaires. Dans les associations humanitaires, et ça c'est assez clair dans les archives, en fait, les médecins qui font des missions humanitaires, quand ils rentreront en France, souvent à des postes qui sont internes à la PHP, des postes où finalement on n'est pas au cœur de la médecine sociale, évidemment, le différentiel est tel entre les conditions de soins dans les pays dans lesquels ils partent en mission et puis leur pratique en France, qui est que franchement, il n'y a pas de souci. Et même s'il y a des soucis, c'est quand même pas l'Afghanistan, c'est quand même pas le Kenya, il ne faut pas exagérer. Et donc, quand parmi ces médecins, il y en a quelques-uns qui commencent à dire quand même, on voit des gens avec des dents dans des états pas possibles. Quand même, on a des appels du pied d'associations comme ATD Quart Monde, comme une petite association qui s'appelait Remède, qui avait un centre de soins gratuit, qui nous disent que ça va pas, il faut faire quelque chose. Puis il y a d'autres pressions internes, peut-être un petit peu moins avouables, c'est que au niveau des dons, ça commence un peu à s'effriter. Depuis les débuts de MSF, c'était une croissance assez tranquille, assez soutenue, et finalement un prestige de l'humanitaire qui semblait, qui avait un destin assez inflationniste, c'est-à-dire que on avançait assez tranquillement sur le fait que les associations humanitaires françaises faisaient une action juste, qu'elles méritaient des soins, qu'elle méritait de l'argent, et que donc, voilà, tout ça, dis donc, les dons grossissaient à mesure que les missions se multipliaient. Et puis, à partir de 83-95, ça s'étiole un peu. Et puis, semble-t-il, ça, j'ai pas vu les lettres moi-même, mais des gens le rapportent, on commence à recevoir dans les associations humanitaires médicales, là je parle de MSF et de MDM, des lettres qui disent c'est super ce que vous faites, mais finalement, qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont à la rue en bas de chez moi? Qu'est-ce que vous faites pour le petit-neveu qui a plus de complémentaire santé et qui peut pas se soigner? Donc il y a, on appellerait ça des signes à bas bruit qui disent que cette légitimité qui paraissait intouchable commence à être un peu écornée. Par ailleurs, on est dans un contexte de montée du Front National. Ils vont faire un carton aux élections à l'Assemblée nationale en 86. Le Front National fait un très bon score qui est mis en avant par le fait que c'est à la proportionnelle. Donc l'argument nationaliste prend de plus en plus de place dans l'espace public, et finalement l'idéal internationaliste, lui, commence à poser des questions qui finalement n'étaient pas très soulevées dans les années 70. Ça va amener à lancer une mission exploratoire. Ce qui va surtout mener à lancer une mission exploratoire, c'est que Médecins du Monde se lance dans la bataille, et en 86 ouvre un centre de santé en plein Paris. Et là, vraiment, à l'époque, je sais que c'est complètement apaisé maintenant, à l'époque, quand MDM fait quelque chose, c'est quand même dur de ne pas y être. Et ça va quand même, plus que les discussions théoriques, etc., piquer au vif MSF, finalement lancer cette mission exploratoire, et un an plus tard, à Saint-Denis, ouvre le premier centre de soins gratuit de MSF. Et à partir de ce moment-là, l'ouverture de la mission, la légitimité de cette mission ne cessera d'être discutée. C'est-à-dire que on le voit dans les comptes rendus, alors qui ne sont pas forcément décisionnaires, mais les comptes rendus du conseil d'administration, à de multiples reprises jusqu'au début des années 2000, on va rediscuter et rediscuter sur ce que doit être cette mission France, si elle a une raison d'être,
et quelle ampleur opérationnelle elle doit prendre. Est-ce qu'elle doit être plutôt dirigée vers l'action, dispenser du soin, ou vers des actions qu'on appelle aujourd'hui pudiquement de plaidoyer, mais je pense qu'il est plus honnête d'appeler ça des actions de lobbying. Alors, ce centre ouvre, il va avoir une activité opérationnelle dans un premier temps, relativement réduite, qui correspondrait en termes de volume, ça serait à préciser, mais à celle d'un gros cabinet de médecine générale. Donc, un dispositif opérationnel qui, de toutes les façons, ne couvrira pas les besoins de soins qui peuvent exister à l'échelle du territoire de personnes sans couverture maladie qui ont perdu leur sécu. Mais avec l'idée de départ, et qui va être structurante, l'idée de dire on va faire une action de terrain, on va faire de la statistique, on va faire du témoignage, et à partir de là, on va aller auprès des pouvoirs publics et on va faire transformer le système de santé. Et on voit tout de suite qu'on est dans une logique d'action qui est très éloignée de la logique d'action d'intervention sur un terrain de crise, qui est celle de MSF à la base. Donc au-delà du côté on est chez soi, etc., la mission France de MSF, elle va avoir un mode d'action particulier qui va nécessiter des moyens particuliers. Le problème, c'est que dans un premier temps, c'est un peu difficile parce que MDM, finalement, a démarré un peu plus vite. MDM a quelqu'un qui s'appelle Bernard Kouchner, qui est très très proche du pouvoir et qui va même être ministre à partir de 88, et finalement l'oreille des pouvoirs publics, il est pris par l'autre association humanitaire. Par ailleurs, comme je vous le disais, les débats continuent en interne. Je vous cite un extrait d'un compte-rendu du CA. BF trouve que les soins que l'on prodigue dans le centre Mission France sont des soins coûteux, plus coûteux que ceux de la médecine généraliste traditionnelle. Il préférerait que l'on donne 85 francs aux gens pour aller se faire soigner chez un toubib qui n'a pas de clients et qui crève de faim. Mais c'est le... Voilà. Donc, et les tenants de la Mission France vont supporter ça pendant à peu près 13 ans, à tous les conseils d'administration. Voilà, donc il y a un doute sur la légitimité de cette mission, et puis elle a du mal finalement à faire ce travail d'influence qui était le sien à l'origine. Par ailleurs, la population qui est reçue dans des centres de soins gratuits n'est pas tout à fait celle attendue. Et là où on attendait des précaires, des familles, des chômeurs qui avaient perdu leur boulot et qui s'étaient retrouvés à la rue, cette image du nouveau précaire des années 80, en fait, la population qui arrive, c'est souvent des hommes seuls avec des problématiques d'alcool psychiatriques, donc qui correspondent un peu aux SDF connus depuis très longtemps. Et l'autre partie du public du centre de soins, ce sont des étrangers qui cumulent des situations administratives complexes et un état de grande précarité. Et cette question du croisement entre des situations difficiles du point de vue de la santé et des situations difficiles du point de vue du séjour, il n'a pas été anticipé. Ce n'est pas ces gens-là qu'on pensait voir venir. Et il se passe exactement la même chose à Médecins du Monde en même temps. Et là, dans un premier temps, il va y avoir une petite gêne, parce que le but, c'est de réformer le système de santé au niveau global. C'est pas d'obtenir de nouveaux droits pour les étrangers. On va voir dans un certain nombre de rapports d'activité, et là, on voit ça chez Médecins sans frontières, on voit ça chez MDM, une façon d'euphémiser la présence des étrangers au sein des centres de soins. D'ailleurs, il y a un titre où il y a écrit en gros: 1 personne sur 2 dans nos centres de soins est français.
ce qui interroge. Ça veut dire que les autres, est-ce que c'est logique ou pas, qui n'aient pas accès aux soins. Et puis, avec quelque chose qui va être de plus en plus schizophrénique, c'est-à-dire une patientèle qui est constituée de plus en plus de personnes étrangères, parce que ça va aller crescendo, et un plaidoyer, lui, qui porte plus sur une population qui n'est pas reçue par les centres de soins, j'exagère, hein, mais qui sont les personnes qui n'ont plus de couverture santé, qui repoussent leurs soins, qui se débrouillent, etc., mais qui finalement ne s'adressent pas aux associations humanitaires médicales. Et là encore, ce hiatus, il va être assez structurant dans le développement de la mission à partir des années 90. Peu à peu, il y a un réseau militant qui se structure, et puis on prend attache avec ceux qui travaillent sur la question des étrangers. Il y a l'arrivée, alors c'est Esmeralda Luccioli qui a fondé la mission. Au début des années 90, elle passe le relais à ce qui va être une figure de la mission France et qui finalement, son action finalement se résume à celle de la mission et inversement. Il y a vraiment un jeu de miroir. C'est Noëlle Lasne qui, du début des années 90 jusqu'à 2000, et jusqu'au vote de la loi CMU, va être le cœur battant de cette mission France. Noëlle Lasne, elle a deux principes qu'elle va écrire, répéter, dont elle va faire la promotion dans MSF et en dehors de MSF. C'est le fait qu'il ne faut jamais se substituer au pouvoir public, que ça c'est vraiment la chose à ne jamais faire, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'art des établissements de soins qui n'accueillent pas, qui ne respectent pas finalement le serment d'Hippocrate et la nécessité pour le soignant d'accueillir de façon universelle, et que les arguments sur on n'avait pas d'argent, c'était pas possible, etc., MSF refusera toujours de les entendre, et le fait que la liberté de parole d'MSF doit l'inviter à être particulièrement offensif. Et pendant 10 années, on va avoir des prises de position de MSF qui, me semble-t-il, peut-être pas depuis l'année dernière, là je m'aperçois que la thèse a déjà un peu vieilli, où MSF a eu des prises de position fortes sur la politique migratoire, mais qui étaient restées jusqu'ici inédites et qui n'auront pas de suite. On a une conférence en 1993 qui s'appelle « L'hôpital hors la loi » et qui fait, à coup d'études de cas, un réquisitoire assez salé sur des situations de refus de soins imposés d'ailleurs à des Français ou des étrangers dans des hôpitaux, et essentiellement des hôpitaux de la PHP qui sont quand même au sommet d'une certaine hiérarchie médicale française. Et ça y va assez dur. On retrouve dans les archives des échanges de courriers entre les établissements de santé et MSF qui dit vous n'avez pas voulu prendre le patient machin tel jour, etc. Vous allez nous expliquer pourquoi, et si vous ne nous expliquez pas pourquoi, ça se finira soit dans la presse, soit devant les tribunaux. Pour vous donner un petit peu l'ambiance de l'époque. Parallèlement, je vous le disais tout à l'heure, MSF commence à se rapprocher d'associations qui travaillent sur le droit des étrangers, et en premier lieu le GISTI, le groupe d'information, j'ai un trou, et de soutien aux immigrés, travailleurs immigrés, pardon, plus maintenant, avec le GISTI, et notamment Patrick Mony. Je cite son nom parce que c'est un très grand militant de la cause des étrangers et de l'accès à la protection sociale des étrangers, dont le nom n'est cité nulle part, alors que certainement une grande partie, si aujourd'hui par exemple il y a encore un peu d'accès aux étrangers, aux allocations familiales dans ce
pays, ça doit beaucoup à l'œuvre de Patrick Monny. Et il y a un rapprochement avec ce qui sont des militants beaucoup plus, on va dire, radicaux, et puis qui travaillent dans un champ proprement français, entre cette mission France et le GISTI. Par ailleurs, il faut se souvenir que autour de ces années 93, on va dire jusqu'à l'occupation de Saint-Bernard en 96, on est dans un moment de semi-effervescence des mouvements sociaux. On va avoir l'arrivée de Pasqua au ministère de l'Intérieur, qui va vraiment être la figure repoussoire à partir de 93 de ces politiques migratoires et qui va finalement fédérer contre lui. Et puis, on a aussi dans un autre domaine, la lutte contre le sida, qui prend une importance publique de plus en plus forte, avec les actions fortes d'Act Up, la capote sur l'obélisque. Donc on a une reconfiguration des mouvements sociaux auxquels va pleinement participer MSF. Alors souvent d'une façon pas forcément visible, mais notamment, je vous le redirai tout à l'heure, MSF va mettre la main au porte-monnaie à plusieurs reprises pour des actions publiques spectaculaires. Là encore, quelque chose, moi-même, que j'ignorais avant de m'y intéresser. Le grand moment pour MSF, c'est 1993 et la loi sur la migration qui est portée par Charles Pasqua. Cette loi, elle prévoit, alors elle est très très large, elle revoit l'ensemble du code du séjour pour les étrangers et elle prévoit d'exclure les étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers, de l'ensemble du dispositif de protection sociale et d'assistance qui existe en France. C'est-à-dire que si la loi était passée telle qu'elle, les étrangers en situation irrégulière n'auraient eu accès aux soins que via les urgences de l'hôpital. C'était des projets, alors on l'a attaché à la figure de Pasqua, mais c'était des projets qui étaient dans les cartons ministériels depuis déjà une quinzaine d'années, et puis finalement qui arrive à l'Assemblée avec des parlementaires relativement mûrs pour le voter. À ce moment-là, MSF et MDM finalement sortent du bois sur cette question de l'immigration et montent au créneau. Pour la première fois, les missions France et leur expertise de terrain servent finalement à justifier un discours public de défense de l'accès aux soins des étrangers. Mais c'est pas tout à fait suffisant pour convaincre la droite Pasqua qu'il faut reculer. Déjà, c'est une droite qui n'est pas très sensible aux arguments humanitaires. Et là, MSF se demande bien ce qu'elle peut faire. Dans un premier temps, MSF voit si on ne peut pas préserver un accès aux soins pour les enfants et fait une sorte de lobbying très sous-marin auprès du cabinet Pasqua pour voir si là-dessus on ne peut pas négocier. Là, il se passe un truc assez drôle, enfin vraiment un épisode de pur lobbyisme, c'est que le cabinet Pasqua est plutôt réceptif et dit: MSF, vous nous faites une petite note pour demain matin pour dire pourquoi il faut préserver l'accès aux soins des enfants. Noël Lannes et son équipe se précipitent, écrivent une note, etc. Et puis, alors là, c'est Noël Lannes qui le raconte, passe un coup de fil à Patrick Monny, le fameux militant du GISTI, qui dit: mais pourquoi ils la veulent pour demain ? Le projet de loi va être voté dans un mois. Pourquoi finalement méfie-toi, quand ils te demandent les choses très vite, c'est qu'ils vont en faire n'importe quoi. Et effectivement, Noël Lannes dit: bah oui, effectivement, on était des bleus du plaidoyer, on était en train de se faire avoir, et Pasqua allait utiliser la note de MSF pour dire: regardez, notre projet est très bien, même MSF dit que l'accès aux soins des enfants, ça suffit. Donc, machine arrière, vous avez eu chaud, mais quand même, comment on fait pour s'attaquer à ce projet de loi? Là, on se souvient qu'il y a plus qu'un proche de MSF qui siège à l'Assemblée, c'est Claude Maluret,
Il est député de l'Allier, il est député de droite, pas tout à fait la même droite que la droite de Charles Pasqua, mais la droite quand même, et il garde de très bonnes relations avec ce qui a quand même été sa maison, qui est Médecins sans frontières. Noël Lannes se rapproche de lui, et là on voit la différence entre une association comme le GISTI ou ACT UP et puis Médecins sans frontières, qui a quand même certaines entrées que les autres n'ont pas. Et finalement, Claude Maluret achète l'argumentaire de MSF. Il n'est pas très copain avec Pasqua, il voit une bonne occasion de s'opposer à lui, et il obtient in extremis le fait que l'aide médicale, qui était le dispositif d'assistance qui concernait à l'époque pas que les étrangers en situation irrégulière, aussi l'ensemble des pauvres qui n'avaient pas accès à la sécurité sociale, soit préservé pour les personnes en situation irrégulière. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il emporte le morceau à l'Assemblée. Il n'emporte pas le morceau à l'Assemblée sur des arguments, on va dire, humanistes. Il n'emporte pas le morceau à l'Assemblée sur des arguments de santé publique, qui sont ceux qui sont massivement utilisés par aujourd'hui les associations qui défendent le droit à la santé des étrangers. Quand on est à court d'arguments, je peux vous le dire, je l'ai fait souvent, on sort la carte qui, d'un point de vue scientifique, est un peu limite, de dire oui, mais vous ne voulez pas de la tuberculose partout. Même d'un point de vue éthique et moral, elle est limite. Mais au bout d'un moment, c'est celui-là qu'on utilise. Mais à l'époque, la santé publique est moins à la mode qu'aujourd'hui. C'est pas celui-là qui est brandi. Celui qui est brandi, c'est parmi vous, il y a plein de médecins et vous n'avez pas envie de ne plus avoir la liberté d'exercer votre art. Vous êtes médecin, nous sommes une communauté médicale qui finalement surpasse les différences politiques, et vous n'avez pas envie que quand vous êtes à l'hôpital, dans un service d'urgence ou ailleurs, on vous dise celui-là vous le soignez pas parce qu'il n'a pas les bons papiers. Et c'est finalement au nom, et c'est vrai qu'il y a une surreprésentation au Parlement des professions médicales, et finalement c'est par le biais de cette communauté médicale reconstituée à l'Assemblée que Claude Maluret va réussir à préserver cette étroite porte pour les personnes en situation irrégulière. C'est finalement une première victoire et puis un apprentissage de ces techniques de plaidoyer. En parallèle, la mission France est assez fragile en interne et est marquée de façon tout à fait concomitante par des conflits assez forts qui vont pour certains se régler au conseil d'administration. Le premier conflit, il est entre les représentants de la mission France et une autre figure tutélaire de Médecins sans frontières qui est Xavier Emmanuelli. En 1993, Xavier Emmanuelli s'embarque avec Jacques Chirac, qui est à l'époque maire de Paris, dans l'aventure du SAMU social. Donc on connaît encore aujourd'hui, avec un plan d'action à deux phases qui est d'un côté les maraudes auprès des personnes à la rue, et de l'autre côté des lits infirmiers pour les personnes qui ne relèvent pas des services d'urgence, mais qui sont dans des conditions sociales où finalement le simple passage chez le généraliste ne suffira pas parce qu'ils ont besoin d'un lieu pour se retaper. On pourrait se dire comme ça, quand je vous le raconte, quelle est la contradiction entre les centres de soins gratuits de MSF et le projet du SAMU social. À l'époque, effectivement, d'un point de vue opérationnel, on pourrait même penser à une complémentarité. À l'époque, ça va être la guerre ouverte entre ces deux projets. Ça va être la guerre ouverte parce que, pour une partie de la mission France, les lits infirmiers, c'est faire émerger une médecine de la précarité. C'est-à-dire une médecine, ce qui va être appelé par un terme qui revient tout le temps par la suite, c'est la pauvrologie, le fait que les précaires et les plus pauvres se retrouveraient
dans des circuits éloignés du droit commun et dans une médecine qui est réservée pour eux. Et de dire, les lits infirmiers, c'est pas possible. En fait, ce qu'on veut, c'est de l'hébergement avec des vrais médecins. Peut-être avec une petite pointe de mépris pour la pratique infirmière, ça serait à creuser, mais de dire finalement, Xavier, je reconstitue parce qu'en plus, on n'est qu'avec des gens qui sont dans des proximités personnelles hyper fortes, qu'on fait des missions ensemble, qui se fréquentent tous les jours au siège. Donc c'est pas du tout des conflits seulement théoriques, c'est des engueulades humaines qui peuvent être potentiellement coûteuses pour l'ensemble de la structure. Et finalement, Noël Lannes, elle dit en fait, Xavier, t'es en train de nous trahir. Et évidemment, Xavier Emmanuelli, en retour, il dit, mais vous, avec votre militantisme de dossier, il appelle comme ça la Mission France, vous rompez avec ce qui est notre identité, l'intervention pour la crise, vous n'avez pas votre place. Et finalement, moi, en recentrant mon action en France sur le soin, je suis le plus fidèle aux idéaux des MSF. Et voilà, cette bataille autour de qui est plus MSF que les MSF, ça scinde le conseil d'administration en deux, même si finalement la mission France se retrouve plutôt gagnante et est maintenue. Deuxième conflit qui lui est moins visible, mais qui a certainement été peut-être encore plus traumatisant pour l'organisation et qui est un conflit qu'on retrouve dans beaucoup d'ONG. À partir des années 80, au début des années 90, il y a un certain nombre de municipalités qui s'emparent de la question de l'accès aux soins des précaires et qui mettent en place des dispositifs comme la carte Lyon Santé ou la carte Paris Santé qui permettent que les municipalités prennent en charge cette part complémentaire qui fait défaut à beaucoup de gens et finalement les réinstallent dans le droit commun. Dans l'esprit de la direction de la Mission France, une fois qu'un tel dispositif est mis en place, il faut s'en aller. Il faut fermer parce que si on ne ferme pas nos centres de soins, on est en train de se substituer au droit commun et on fait de la pauvrologie. Et faire de la pauvrologie, c'est absolument pas... Enfin, c'est plus que ce qu'il ne faut pas faire. C'est complètement interdit dans la grammaire de la Mission France. L'une des choses qui avait été utilisée pour se dire on ne va pas rester, c'est on va parfois faire appel au bénévolat, avec l'idée que quand on a des bénévoles, c'est plus facile de fermer une mission ou de fermer une activité. Ça peut paraître comme ça un peu instinctif, c'est tout à fait l'inverse. Quand vous avez des bénévoles quelque part, ils veulent jamais s'arrêter. Et quand vos bénévoles, c'est des médecins à la retraite qui n'ont qu'une seule ambition, c'est pratiquer jusqu'à la mort et après si c'est possible, c'est extrêmement, enfin c'est pas difficile, c'est quasiment impossible. La situation va se poser à Lyon, où la municipalité a mis en place un truc pas parfait, mais quand même quelque chose qui permet aux gens d'accéder à la médecine générale. La Mission France, via le conseil d'administration, est plutôt décidée à fermer et les médecins lyonnais refusent de façon acharnée. Et ça dure 1 an et demi et c'est extrêmement douloureux avec des accusations donc de pauvrologie d'un côté, de jacobinisme de l'autre et ça laisse des traces. Et ça, cette difficulté à fermer les centres de soins, on le retrouve chez MDM, etc. C'est une question qui pose problème. Avant d'ouvrir un centre de soins, voilà, faites attention. Donc, on a une série de conflits qui vont finalement amener la Mission France
peu à peu à se détacher de cette mission de médecine ou de dispensation de soins pour arriver sur des choses proprement politiques et à faire pour quelques années, on va voir que ça s'arrêtera relativement vite, mais c'est assez marquant, pour vraiment s'unir et agir avec ces fractions un petit peu plus radicales du mouvement social que sont le GISTI, ACT UP, mais aussi radical, la CIMAD, quand même pas. Voilà, mais plus inscrit dans les mouvements sociaux. La cause qui va permettre de faire finalement l'union, ça va être la cause des étrangers malades. Depuis le début des années 90, dans le mouvement de la lutte contre le sida, on s'est aperçu qu'il y avait, beaucoup interpellé par des militants contre la double peine, on s'est aperçu qu'il y avait des expulsions de personnes séropositives, souvent des usagers de drogue, qui ont été condamnés pour usage ou pour trafic, qui passent en prison, qui, soit ils l'étaient avant, soit c'est en prison que ça se passe, se contaminent au VIH parce qu'il y a très peu d'accès à des seringues propres. Et puis, à la sortie de prison, par le mécanisme de la double peine, c'est le retour au pays avec un VIH qui, entre 93 et 94, c'est insoignable, et meurent dans leur pays d'origine. ACT UP s'empare de cette question. Si ça vous intéresse, ça n'est pas sans poser de questions à l'intérieur d'ACT UP, mais c'est pas notre objet ce soir. Et cherche des moyens, parce que c'est pas une cause qui fait rêver. Des toxico-étrangers qui ont le sida, qui meurent dans leur pays, ça n'intéresse personne. Et finalement, MSF met de l'argent, monte quelque chose qui s'appelle l'ANMEF, Action pour les droits des malades étrangers, et pendant 6 mois va salarier quelqu'un pour faire des dossiers et harceler les préfectures pour arrêter. Et va aussi lancer des actions sur les tarmacs des aéroports. Alors ça, c'est assez intéressant parce que les actions anti-expulsion, il y a un décalage entre le fait que c'est très présent dans la mémoire collective et que j'en trouve assez peu de traces. Par exemple, si vous en avez, d'ailleurs, je passe un appel à témoins, si vous avez des photos ou quoi que ce soit, mais l'idée que dans ces années-là, et d'une certaine façon, peu importe que ça soit, c'est pas vrai ou faux, mais que ça se soit passé 1 fois ou 10 fois, c'est pas très grave, on aurait des militants de MSF, d'ACT UP qui seraient, ça aussi ça m'étonnerait, mais qui seraient allongés au pied des avions pour empêcher les expulsions. Et ce que raconte Noëlle Lannes, voilà, peu importe, mais en tout cas ça marque les esprits, c'est que à l'époque, elle embarque les gens du siège de MSF et que ici, dans ces locaux, vous aviez un appel au micro pour dire « Descendez, on file à Roissy, empêchez une expulsion ». Ça s'est certainement pas passé exactement comme ça, mais quand même, on emmène l'association sur des formes d'action publique qui jusqu'ici sont complètement ignorées par les gens de MSF. Certes, on a créé une structure un peu chapeau qui est l'ANMEF qui permet un peu de dissimuler la trace de MSF, mais on a une forme quasiment de radicalisation du militantisme MSF dans son propre pays. Mais ça pose la question de l'après. Au sein du conseil d'administration, à partir de 96, ça commence à poser des questions. Est-ce que vraiment notre objectif, c'est d'intervenir sur les questions d'immigration ? Est-ce que vraiment la politique migratoire, c'est lié à la question de la santé ? Noëlle Lannes présente un projet qui est
complètement inédit pour MSF, c'est celui d'une cellule juridique pour les étrangers, un programme non médical pour des personnes non malades. Elle le présente avec beaucoup de provocations comme ça. Et elle dit, il faut qu'on y aille. La situation est tellement grave, les lois Pasqua ont tellement fragilisé les personnes que c'est notre devoir moral que d'intervenir. Avec une façon assez maligne d'ailleurs de flatter l'auditoire en disant en gros, personne ne le fera mieux que nous. Le Gisti, ils n'ont pas assez de moyens, la CIMAD, ils sont trop plan-plan, Act Up, ils ont d'autres trucs à faire. Finalement, c'est nous, même si ce n'est pas notre objet social premier, c'est nous qui serons les plus aptes à venir au secours des étrangers. Parallèlement, c'est un moment un peu d'errance opérationnelle pour la Mission France qui se demande si elle ne va pas s'intéresser à la réduction des risques pour les usagers de drogue, alors que c'est le précaré de Médecins du Monde depuis plusieurs années déjà, qui ouvre une permanence jeunesse à Marignane, qui est l'une des mairies qui a été gagnée par le Front National dans ces années-là. Voilà, elle cherche un peu ses marques. Et donc, ouvre cette cellule qui au début c'est pas bien ce qu'elle doit faire, et là d'une certaine façon, patatras ou tant mieux, la gauche arrive au pouvoir et là ça rebat complètement les cartes. Autant l'union contre Pasqua, cette politique brutale, etc. On est aussi dans un moment, on pourra aussi en reparler, on est beaucoup dans des imaginaires autour de la résistance. Le parallèle entre, on est au moment du procès Papon, on est au moment du procès du sang contaminé, l'idée qu'il faut être dans le bon camp et qu'il ne faut pas se louper et qu'il ne faut pas être ceux qui sont passés du côté des collabos. J'emploie ce vocabulaire à dessein parce que c'est celui qui est utilisé, est très fort. Et à mon avis, cette angoisse de louper le rendez-vous de l'histoire, il joue beaucoup sur le fait que MSF, même si ce n'est pas dans son ADN, s'engage sur ce terrain-là. Quand arrive au pouvoir suite à la dissolution Lionel Jospin, ça devient un peu plus compliqué. Cette cellule étranger, du coup, elle se réoriente vers la régularisation d'étrangers malades. Il y a une loi qui est passée entre-temps, qui fait que les personnes gravement malades et n'ayant pas accès dans leur pays d'origine peuvent accéder à un titre de séjour. Une loi, même si elle est aujourd'hui bien entamée, existe encore en France. Les traitements antirétroviraux sont arrivés, donc la lutte contre le sida est assez reconfigurée et ça justifie d'autant plus de maintenir les gens en France parce que les envoyer dans leur pays d'origine, c'est vraiment les condamner à mort au sens propre du terme. Et du coup, la cellule étranger va faire des dossiers, mais en fait des dossiers qui sont très médicaux pour obtenir d'abord des régularisations au cas par cas et ensuite des régularisations au nom de la loi. Et puis, avec l'arrivée du Parti socialiste aux affaires, se réouvre un boulevard pour mettre au point cette grande réforme de la protection sociale qui est finalement le projet originel de la Mission France de MSF. Et pas du jour au lendemain, mais de façon relativement brutale, la Mission France va se recentrer sur l'obtention de ce qui va être la couverture maladie universelle et qui finalement est un projet où les questions d'immigration sont tout à fait secondaires. Le but, c'est que les pauvres, les travailleurs pauvres, les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se payer une mutuelle puissent avoir accès à une mutuelle et que les gens qui n'ont pas cotisé puissent avoir accès à un régime de base. MSF a la chance d'avoir un certain nombre de moyens. Pendant presque 1 an et demi, il y a entre 3 et 4 personnes, ce que j'ai pu en trouver, qui en fait vont s'engager à plein temps dans cette mission de plaidoyer auprès des pouvoirs publics et auprès du cabinet de Martine Aubry qui est chargé d'écrire cette loi. Médecins du Monde y est aussi, l'UNIOPS y est aussi, mais Médecins sans frontières, par le fait de pouvoir comme ça, du jour au lendemain, réorienter son activité,
va avoir une forme de proximité très particulière avec ce cabinet qu'on voit, alors là on voit, c'est l'avantage des années 90, on a encore du papier, on voit les échanges épistolaires, on voit les notes de contribution en fait, qui sont des sortes de projets de loi de MSF qui sont livrés tels quels au cabinet, et on retrouve vraiment des formulations qui ont été mises au point dans ces murs dans la loi à l'arrivée en fait. Donc une influence qui est très forte, une crainte de la part de la Mission France qui est que les mutuelles complémentaires vont prendre trop de place et finalement vont considérer que ces précaires sont un marché comme un autre, et que la loi CMU va permettre de conquérir ce marché des précaires. Donc, je vous passe les détails techniques. MSF, la Mission France d'MSF va plaider pour qu'il y ait la possibilité d'avoir une assurance complémentaire assurée par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à la CMUC, il a sa mutuelle via sa caisse primaire d'assurance maladie, et la plupart des gens ne passent pas par un assureur privé, même s'ils en ont la possibilité. Ce combat va être très fort à tel point que Médecins sans frontières paye une pleine page dans Le Monde pour mettre en garde Martine Aubry, ils ont aucune difficulté à avoir accès à elle, mais une page dans Le Monde, ça fait un autre effet, pour la mettre en garde sur le fait de ne pas vendre ce grand projet d'évolution sociale, de ne pas le vendre aux partenaires privés et aux mutuelles privées. À l'époque, même si c'est peut-être, je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher aujourd'hui, une page entière dans Le Monde, c'est un budget publicité conséquent, et finalement les finances de MSF consentent à cet effort. Et finalement, la loi est votée. La loi est votée et elle comporte un volet, et elle est votée dans des termes qui sont assez proches de ceux pour lesquels MSF a plaidé. Elle est votée et elle exclut les étrangers en situation irrégulière. Et finalement, MSF est très absent de cette question-là, et d'ailleurs, c'est pas une vue de l'esprit, et d'ailleurs, quand on interroge les acteurs de l'époque, ils disent, ouais, effectivement, quand on a vu le boulevard pour avoir la CMU, et le fait que ça allait changer la protection sociale de 4 millions de personnes, dans notre jeu d'influence avec les pouvoirs publics, on a arrêté de mettre l'accent sur les étrangers. Ça n'a plus été notre cause, parce qu'on avait finalement cette couverture sociale qu'on voulait depuis 13 ans. On allait toucher au but. On ne pouvait pas se laisser déconcentrer. Et ceux qui avaient été un peu les partenaires historiques, comme le GISTI Act Up, eux vont se concentrer pendant tout le processus de loi sur la couverture médicale des personnes en situation irrégulière, vont finalement réussir à avoir une sorte de compromis, de dire, eh ben non, les étrangers en situation irrégulière n'auront pas accès ni à la couverture de base, la CMU, ni à la complémentaire, la CMUC. On va leur créer un système à part qui va être un peu le Canada Dry de la CMU. Ça va donner accès à un panier de soins équivalent. Ça va être à peu près les mêmes pièces qu'il faudra fournir, les mêmes conditions, mais les étrangers en situation irrégulière ne seront pas mélangés aux autres, et on ne remettra pas en cause le principe qui est, en gros, un numéro de sécurité sociale pour un étranger, c'est un numéro de sécurité sociale pour un étranger en situation régulière. Il n'y a pas de place pour les sans-papiers dans la protection sociale de droit commun. Et finalement, la loi est votée, c'est une grande victoire, mais ça va laisser, et
Moi, je me suis arrêtée là. Mais ça va laisser la mission France de MSF un peu désappointée. Désappointée parce qu'elle s'est découverte, il y a des très très beaux passages d'entretien, elle s'est découverte éminemment puissante. Les gens qui ont participé à cette petite cellule, ils disent c'est quand même pas tout à fait normal qu'avec de l'argent public, de l'argent pas public justement, mais finalement de l'argent qui utilise le même processus de financement que du lobbying, on est fini par écrire la loi. On est devenu beaucoup plus puissant et beaucoup plus centraux que ce qu'on voulait au départ et ça donne un peu le vertige. Ça pourrait paraître un peu comme une posture, parce qu'on finalement on est toujours content de gagner, mais la suite de l'histoire donne un peu raison à cette sensation finalement d'avoir dérapé par rapport au projet de départ. Là où ça devait être un petit doigt dans le terrain français, 13 ans plus tard, on a fini par faire et défaire les lois. Et puis, maintenant qu'on a eu ça, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a gagné ce qui était notre projet originel, qu'est-ce qu'on fait? Et là, va suivre plusieurs années qui vont être à l'image aussi d'autres années pour MSF plus tard dans la décennie 2000 où il va y avoir une sorte d'errance opérationnelle pour la mission France. On va faire un peu d'hébergement mais ça marche pas très bien. On va se demander s'il faut s'engager sur la défense de l'aide médicale d'État qui va être attaquée dans la loi en 2003. Il va y avoir quelques signatures de communiqués de presse entre co-signé MSF-MDM. Le dossier des échanges entre MSF et MDM sur la mise au point du comité de presse prouve que tous les conflits n'étaient pas encore apaisés entre les deux associations en 2003, mais ils arrivent à sortir un communiqué de presse ensemble. Voilà. Mais la mission France est un peu perdue et finalement, elle va arrêter toute activité à partir de 2003-2004 et Noël Lannes, après une tentative de passage sur les missions internationales, va quitter l'association. Et puis, mais alors là, c'est une histoire, je pense, qui mériterait, vous l'avez déjà fait en interne, mais je pense qu'elle mériterait d'être à nouveau écrite depuis l'extérieur. En 2007, on a la réouverture d'une mission pour des demandeurs d'asile qui va, elle aussi, fermer, qui va, elle aussi, créer des débats à peu près équivalents sur la légitimité d'intervenir sur son propre pays, d'exprimer sur l'immigration. Et puis, on va avoir, un peu plus tard, 2014-2015, je parle sous ton contrôle, des interventions à Coquelles. Et puis, on a très récemment le centre pour mineurs isolés à Pantin qui ouvre. On a comme ça, finalement, MSF qui revisite constamment cette question de l'accès aux soins, de la légitimité à être dans le pays d'origine et qui est traversée sur à quel point MSF a à dire quelque chose sur la politique migratoire du pays dont elle est originaire. Merci beaucoup Caroline. J'ai parlé très longtemps. En tant qu'ancien, disons, je vais juste faire quelques commentaires. D'abord pour dire que vraiment je trouve que c'est une synthèse remarquablement précise, fidèle et que je retrouve énormément des idées, des tendances, des souvenirs que je peux avoir de cette époque. Moi j'étais en fonction jusqu'en 94, ensuite c'était un peu plus distant, mais tout de même c'est extrêmement fidèle. Peut-être une petite nuance sur la question qui vient d'être posée, mais vraiment, c'est une nuance, c'est pas une façon de parler pour démolir ça. Entre 87 et 88, on a en effet traversé une crise financière, un recul des dons, mais je ne me souviens pas que ça ait joué un rôle déterminant dans le cas de la mission France. Ça a fait partie des choses qui étaient discutées d'une façon assez, disons, prosaïque. Après tout, que des gens se demandent si la France doit être exclue de notre terrain d'intervention sous prétexte que c'est la France, c'est une question légitime et y aller est peut-être une réponse légitime. Mais disons, l'idée vaguement cartiériste que les humanitaires s'intéressent plus aux destinations exotiques qu'à la misère du coin de la rue, elle était déjà bien installée, elle a toujours eu une certaine vigueur, elle continue de l'avoir.
Et il n'y avait pas de pic particulier à ce moment-là. En revanche, en effet, l'implication de Médecins du Monde, le fameux rapport Wresinski du Conseil économique et social et Médecins du Monde qui a réagi vite d'ailleurs avec de nombreux conflits internes entre des têtes de Médecins du Monde, un conflit qui ressemble au nôtre. Nos conseils d'administration étaient composés, pour la partie médicale en tout cas, essentiellement de médecins hospitaliers. Et comme tu l'as très bien dit, les médecins hospitaliers étaient aveugles à ce qui se passait à la lisière de l'hôpital. Et on a retrouvé cet aveuglement, même avec une force particulière, au moment de la campagne, l'hôpital l'hôpital Hors-la-Loi qui avait causé beaucoup de tumultes à l'intérieur de MSF, mais c'était bien la Mission France qui avait raison, en l'occurrence, lorsqu'elle pointait un problème, même si le problème n'était pas si étendu que ça, il existait et il méritait d'être pointé. Voilà. Et puis je terminerai en disant qu'on n'en a pas fini, en effet, avec le problème que tu pointais. Pour ma part, je défends une position négative là-dessus. MSF doit-elle s'impliquer dans la question de la politique des étrangers, de la politique d'accueil aux migrants, jusqu'à un certain point dans les questions pratiques? Oui, on l'a d'ailleurs fait, mais pour ce qui concerne la politique migratoire, il me semble que non. En tout cas, c'est largement une question de cohérence d'ensemble ou d'idées que l'on se fait plutôt, d'idées que l'on se fait de ce qu'est l'humanitaire. Pour d'autres qui peuvent avoir une conception extensive tout aussi légitime qu'une conception restrictive, il va de soi que l'accueil, l'hospitalité doivent être inconditionnels et que donc l'accueil des migrants doit être organisé en fonction de ça. Mais ça, c'est une question qui traverse l'ensemble du mouvement humanitaire et à laquelle, pour l'instant, MSF a répondu d'une façon plutôt restrictive que, personnellement, je trouve tout à fait cohérente et que je suis prêt à défendre. Et c'est la ligne que tu as bien décrite avec la question de la CMU et de l'AME. En tout cas, bravo, parce que c'était une très belle synthèse. Merci. Peut-être sur la question des donateurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est évoqué comme l'un des arguments pour ouvrir la mission, mais le fait que finalement ça a été très peu utilisé, que ça a été débattu comme une raison, mais que dans les appels à dons, etc., on s'est aperçu que ça marchait pas si bien, et dans les années qui suivent, c'est absolument pas omniprésent. Oui, en effet, il y avait ces arguments, cette vérification empirique que ça servait à rien de faire de la démagogie là-dessus. Mais je voulais dire un mot parce que j'avais oublié sur la question des manifs. Moi, j'ai en tête, j'ai jamais participé à ces manifs, mais j'ai en tête une manif avec une photo où il me semble qu'on voit Karim Lawabdia, donc notre directeur général de l'époque. Ça peut être une indication pour la recherche. C'est une manif dans la rue. Il y a une banderole, on est dans la rue, peut-être. Enfin, ils sont dans la rue ou peut-être à proximité de Roissy, mais évidemment. Sur le tarmac de Roissy, ça c'est une légende, ça va de soi. Esmeralda. Tu peux te présenter. Merci. Esmeralda. Esmeralda. Je me suis occupée de la mission France de 86 à 92. Voilà. Du coup, je prends la suite de Ronnie. Je voudrais dire déjà, pour avoir assisté à la soutenance et donc à ton topo d'aujourd'hui, que moi aussi, je suis très admirative de ce travail. On s'y reconnaît quand même assez pleinement. C'est extrêmement fouillé, c'est extrêmement précis. Voilà, c'est vraiment un travail intéressant et je trouve que le revisiter aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Il y a un point que tu n'as pas abordé, que je voudrais simplement livrer en commentaire, c'est qu'au début de la mission France, on a revécu exactement un autre débat qui avait été celui d'MSF quelques années avant, parce que tu as parlé des bénévoles, qui était celui de la professionnalisation. Ça a été malgré tout très compliqué, tu l'as dit, de faire admettre cette mission pour une partie d'MSF. Je pense que malgré tout, ça n'a jamais été tout à fait une mission comme une autre. Mais il y a eu un point intéressant, c'est qu'au début, on a travaillé avec des médecins bénévoles, on a travaillé avec des médicaments récupérés,
c'était quelque chose qui, déjà à l'époque, était impensable pour les missions à l'étranger. On était déjà passé au stade où on disait il n'est pas question d'envoyer des médecins pendant 15 jours qui n'ont pas été formés, qui ne vont pas acquérir une expérience. Il n'était évidemment pas question d'envoyer des médicaments récupérés dans les missions à l'étranger. En revanche, quand on a commencé à dire que pour la mission France, il fallait acheter des médicaments, au début, les gens ont dit ah ben non, vous n'y pensez pas. La récup il y avait Pharmaciens sans frontières à l'époque, il y avait un énorme dépôt de médicaments récupérés à Clermont-Ferrand, dans un entrepôt où on a pioché au début les médicaments pour la mission France, et on a revécu en fait tout le débat de la professionnalisation avec une partie de l'association qui était aveugle par rapport à ça, qui disait oui, non, mais certes, à l'étranger, il faut des professionnels, mais pour la mission France, les bénévoles et les médicaments de récupération, c'est très bien. Ça a fini par se faire, mais donc c'était intéressant de revivre le même débat que dans les années, entre la fin des années 70 et la moitié des années 80. Et du coup, après, ça débouche aussi sur un autre débat qui était celui de quelle qualité des soins. À la fois par rapport aux soins en France, dans le système entre guillemets normal, et par rapport à la qualité des soins dans les missions à l'étranger. Donc ça, c'était un autre débat. Effectivement, c'est le lien aussi avec l'histoire des lits infirmiers, où il y avait pas que ça, tu l'as très bien dit, c'était aussi des histoires de personnes, d'affects, etc. Mais il y a eu aussi tout ce débat sur quel type de soins, quelle qualité des soins. Et un autre sujet de débat, ça a été les bus. Tu n'en as pas parlé, mais voilà. Enfin, au début, il y a eu ces initiatives, notamment marseillaises et lyonnaises, qui ont été source de débat entre les responsables de la mission France, y compris moi, et les antennes régionales qui avaient créé ces missions, avec ensuite Noël Lannes a été beaucoup plus loin que moi là-dessus, effectivement en disant qu'il était inacceptable de travailler dans un bus, qu'on ne pouvait pas examiner les gens, que c'était de la médecine en rabais, etc. Et donc là aussi, il y avait tout ce débat sur quel type de médecine, quelle qualité des soins, qu'est-ce qu'on fait comme médecine pour des pauvres. Voilà, c'est deux points complémentaires. Je pense que tu as probablement plus développé dans ton travail, mais qui sont peut-être intéressants à évoquer ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que face à cette question qui se pose aussi à Médecins du Monde en parallèle, il y a de façons très différentes d'y répondre. MSF y répond par une certaine professionnalisation et finalement en réduisant la voilure au fur et à mesure au niveau des soins. Parallèlement, il y a un enjeu financier, c'est que là, c'est plutôt à la fin des années 80, début des années 90, la mission France, avec une faible ampleur opérationnelle comparativement, pèse très lourd dans le budget de MSF parce qu'il faut payer des charges, etc. Et ça pose question d'ailleurs au conseil d'administration parce que finalement, c'est une mise financière conséquente. Donc MSF répond en professionnalisant, en réduisant la voilure des soins, tandis que Médecins du Monde va plutôt répondre en faisant des centres d'accès aux soins, des lieux d'accès aux droits. C'est-à-dire que finalement, le produit d'appel, on va dire, qui soit à la fois envers l'extérieur et envers les personnes, c'est une consultation médicale, mais finalement, ce qu'il y a de crucial qui va se passer dans ces centres de soins, c'est l'ouverture de droits. Alors, à l'époque, à l'aide sociale, aujourd'hui, à l'aide médicale d'État. Avec un jeu assez compliqué sur le fait que faire financer des assistantes sociales qui ouvrent des droits, ça fait rêver personne. Faire financer des centres de soins où on sauve des enfants, là il commence à y avoir du monde. Mais c'est la façon dont les deux organisations vont se poser la question de la qualité des soins
Et c'est vrai que ça, c'est une question sur laquelle j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir de réponses sur exactement quel genre de soins on faisait, on va dire de la façon la plus concrète qui soit très... Alors que c'est des missions qui ont créé beaucoup de données, de statistiques, de l'épidémio, etc., pour avoir des éléments aussi simples que la durée des consultations, le rythme, les gens revenaient, est-ce qu'ils revoyaient la même personne, etc. J'ai pas trouvé tant de choses que ça dans les archives. Hein. Sur la question de l'accès aux soins des plus précaires, alors ils en parleraient mieux que moi, mais par exemple, MDM a fait des missions exploratoires dans ce qu'on appelle un peu, c'est un peu impropre, mais les déserts médicaux. Avec l'idée de est-ce qu'on va faire des missions, je crois, alors là je peux pas, que ça s'est pas forcément bien passé, peut-être qu'il y a des gens qui en parleront mieux, parce que ils ont été pas très bien accueillis par les médecins du coin. C'est assez drôle, parce que ça a été le cas de la mission France de MSF, quand elle s'installe à Saint-Denis, le Conseil de l'Ordre de Seine-Saint-Denis est pas du tout d'accord pour voir ces médecins qui sont pas inscrits à l'Ordre. Quand il commence à y avoir des bus, c'est considéré comme de la médecine foraine, ce qui est interdit par le Code de la santé publique. Donc, finalement, l'ordre ne va pas répliquer. Mais on voit que l'idéal de l'humanitaire qui s'installe dans un petit coin, sa consultation, etc., ça crispe beaucoup. Et que, par ailleurs, de façon assez systématique, quand on a des projets, et c'est pas seulement MSF et MDM qui ouvrent des centres de soins en France, ils y vont un peu pour finalement rencontrer du travailleur précaire qui n'a plus de complémentaire santé, et ils se retrouvent avec des sans-papiers déboutés de leur demande d'asile. Il y a une espèce de... D'ailleurs, en 80... Déjà, je sais que tu me poses une question pour le présent et que je réponds par le passé, hein, je m'en rends compte. Je suis plus à l'aise. D'ailleurs, c'est assez drôle. En 96 ou 97, MSF lance des menaces d'actions en justice contre les conseils départementaux qui ne respectent pas l'accès à l'aide sociale pour les étrangers et les précaires. Notamment des conseils généraux qui donnent, dans un esprit un peu 19e, qui donnent des bons aux gens. Donc vous avez 3 bons pour aller chez le généraliste, 2 bons pour aller chez le dentiste, et puis il faudra aller plaider votre cause si vous en voulez plus, et ce qui n'était pas ce que prévoyait la loi. Il y a une action qui est menée dans le Nord, qui est l'un des départements qui a la politique la plus restrictive là-dessus. Et il y a une conférence de presse qui est organisée, et je ne sais plus quel est exactement le propos de la personne de MSF, mais c'est en gros, on rencontre enfin les gens qu'on voulait rencontrer depuis le début, en fait. On rencontre ces pauvres ouvriers qui ont perdu leur boulot et qui n'ont plus accès aux soins. Et c'est vrai, dans ces actions humanitaires, il y a une sorte de peuple introuvable de la précarité ou de l'accès aux soins qui se dérobe en permanence et pour lequel on veut inventer des choses pour essayer de le toucher. Alors, rapidement, je réagis parce que dans ta thèse, il me semble qu'il y a un moment assez intéressant où, confronté au fait que le public rencontré dans les centres n'est pas celui qui était attendu, MSF cache les chiffres. Donc il y a une espèce de début de controverse avec l'organisation à qui MSF a délégué finalement la compilation de chiffres sur la fréquentation de ces centres.
dans la mesure où elle souhaitait finalement garder sous silence le profil de son public. Alors, c'est pas tout à fait conscient, mais il commence à s'engueuler grave, si vous me passez l'expression, à partir du moment où vous avez je crois que c'est un médecin en cours d'études qui fait un mémoire sur la part des étrangers dans les centres de soins de MSF et qui dit, en fait, qui est d'ailleurs tout à fait Cassandre, qui dit, en fait, avec les dispositifs d'accès aux soins de droit commun qui sont en train de se mettre en place, finalement, d'ici quelques années, il n'y aura plus que des étrangers et des étrangers en situation administrative précaire dans vos centres. Et ce mémoire, alors que tout était relayé, logoté par MSF, celui-là, il disparaît complètement. Je le retrouve au fin fond d'un inventaire à la BNF, complètement anonyme et esselé. Alors que d'ailleurs, c'est certainement d'un point de vue méthodologique ce qu'il y a de meilleur à l'époque. Il y a tout ce rapport très compliqué, mais je pense qu'il est toujours le cas dans l'humanitaire, aux chiffres. Avec là l'idée qu'il faut faire de l'épidémiologie, qu'il faut avoir des choses. En fait, le dispositif, je ne suis pas méthodologue, mais en fait, les centres de soins ne permettent pas d'arriver à des puissances statistiques pour employer le vocabulaire approprié très intéressant. Donc on bidouille des trucs. On fait des groupes de pathologies qui ne correspondent pas à grand-chose. On mélange des étrangers, des sans-papiers. Et puis on fait un rapport dont on ne sait jamais soi-même si on dit la vérité ou si c'est un produit à vendre au pouvoir public ou si c'est pour le rapport d'activité. C'est aussi, et ça j'ai pas pu comparer avec d'autres missions, mais c'est le rapport très compliqué avec la caractéristique, c'est que le chiffre, mine de rien, parfois, il ne dit plus que ce qu'on veut en dire. C'est qu'on peut bidouiller à l'infini, mais quand la moitié des gens sont nés à l'étranger, la moitié des gens sont nés à l'étranger. Un des tricks qui est utilisé, c'est que dans les rapports d'activité, on met les camemberts et on les commande pas derrière. Ou on met un titre qui n'a rien à voir avec le fait que le camembert montre que la moitié des personnes sont des étrangers. Je suis pas sûre cependant que ça soit si spécifique que ça à la Mission France. Je pense que c'est un rapport à la science et un rapport à la science pour décrire l'action qui traverse un peu tout le monde humanitaire dans ces années-là et j'aurais presque envie de dire jusqu'à nos jours. Alors, il y a Nathalie Godard, de Médecins du Monde, qui peut compléter du coup l'intervention antérieure de Caroline. Puis on parlait peut-être aussi du rapport aux chiffres, parce que MDM produit beaucoup de chiffres, un observatoire de la santé. Enfin, donc voir un peu comment est-ce que vous interagissez sur ces questions de chiffres. Merci. Alors, je te remercie pour cette question complémentaire. Oui, je travaille à Médecins du Monde. Sur la question des déserts médicaux, alors, je n'ai pas du tout l'ancienneté que tu as, Caroline. Tu connais beaucoup mieux l'histoire de MDM que moi. Sur l'histoire des déserts médicaux, il y a effectivement eu des missions exploratoires au début des années 2000. Une dans les Combrailles en Auvergne et une autre qui avait commencé en Alsace et qui n'a pas produit quoi que ce soit. Et puis, il y a un autre projet qui a ouvert plus tard dans la Haute-Vallée de l'Aude. Aujourd'hui, on a donc 2 programmes en zone rurale, une en Auvergne et une dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et effectivement, le début du programme en Auvergne, au moment de son installation, a été assez chaotique. Parce que MDM n'a pas été forcément très bien reçu, parce qu'on a une image, déjà on nous confond avec vous, la première chose, donc c'est pour ça c'est toujours compliqué, mais qu'ensuite on a surtout une image humanitaire internationale d'une ONG qui va sauver des gens au fin fond de l'Afrique. Et quand on arrive en Auvergne, ça ne se passe pas très bien au début. Les maires des villes où on essaye d'intervenir ne reçoivent pas forcément très bien, donc ça a été très long pour qu'il y ait une appropriation et que ce soit compris. Aujourd'hui, c'est un programme dans les Combrailles qui marche assez bien, dans le sens où on est plutôt accepté, et surtout on n'intervient pas en soins directs. On intervient au travers de la médiation en santé, qui est un mode d'intervention qui permet de faire le lien entre des structures de santé et des personnes éloignées du soin.
Et donc on ne vient pas se substituer à des médecins ni faire de la médecine humanitaire. C'est un autre type d'approche qu'on a développé d'ailleurs avec d'autres publics, des publics éloignés du soin, qui soient en bidonville notamment ou dans les zones urbaines. Voilà par rapport au complément sur les questions des déserts médicaux. Après, ce que tu disais sur la difficulté qu'il y a à travailler sur la question de la pauvreté en général et pas de sortir d'un public étranger. Et on rencontre exactement la même chose. Et c'est une question qu'on se pose régulièrement parce que finalement, nos centres d'accès aux soins, d'accueil de soins d'orientation, au CASO, on en a une quinzaine en France, au départ, il me semble qu'ils n'étaient pas créés pour répondre à la problématique des étrangers, enfin des soins des étrangers. Ils étaient créés pour répondre à la problématique des gens qui ne se soignaient pas et qui étaient dans la précarité. Aujourd'hui, ils ont une image, ils sont perçus comme étant des centres de soins pour les étrangers essentiellement. 97% de nos patients sont étrangers. Donc notre vision, notre observation des problématiques de santé, elle est essentiellement sur un public étranger. Alors, pas forcément des migrants arrivés récemment. Il peut y avoir des migrants qui sont là depuis bien plus longtemps. Donc je ne sais plus si on les appelle des migrants ou pas, mais en tout cas, c'est des personnes étrangères qui ont des problématiques essentiellement d'accès à la couverture maladie et qu'on va essayer d'orienter vers le droit commun. Donc avec ça aussi, on est dans la même approche que ce que tu mettais en avant, Noël Lannes, sur pas de substitution. On ne va pas soigner des personnes qui peuvent être soignées dans le droit commun. Après, la question que tu posais, Mickaël, sur quel rapport on a aux chiffres, nous, on sort un rapport de l'Observatoire de l'accès aux soins et aux droits chaque année, qui est tiré de nos activités de terrain. Il se trouve que 97% de nos patients sont étrangers et que, en fait, je pense qu'on essaye, par rapport aux chiffres et par rapport à notre discours en général, de parler de la précarité avant de parler de l'étranger. Et de montrer que ce qu'il y a de point commun entre les personnes qu'on voit, c'est d'abord qu'ils sont en précarité. Et c'est comme ça aussi qu'on peut intervenir dans un champ de la précarité plus largement, quand on parle des personnes à la rue, des travailleuses du sexe, des usagers de drogue, des personnes qui vivent en bidonville, des migrants dans la rue ou des gens qui vivent dans les logements insalubres. Ils ont en commun qu'ils n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils sont précaires. Et en fait, c'est peut-être un discours qui maquille une réalité, mais c'est aussi un discours qui veut mettre l'accent sur autre chose. C'est-à-dire, si on les voit, c'est d'abord parce qu'ils sont précaires, ils pourraient être étrangers et être pas précaires. Et qu'ils sont précaires comme sont précaires d'autres personnes qui sont français et qui rencontrent des problèmes communs. On est intervenu cette année, notamment on a participé à la concertation pilotée par le gouvernement sur la stratégie de lutte contre la pauvreté, en utilisant les données de nos programmes et en disant, dans une stratégie de lutte contre la pauvreté, la question de la précarité des étrangers, elle a sa place. Il ne faut pas la traiter à part. Elle fait aussi partie de la question de la pauvreté. Et c'est comme ça, je pense qu'on essaye d'amener ces sujets-là. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à peu près à ta question. Merci. Il y avait une question de... Qui est aussi mon collègue de Médecins du Monde. On est juste, ne vous inquiétez pas. Ouais, moi je me présente, je m'appelle Patrick Bouffard, je suis bénévole militant à Médecins du Monde et je suis membre du CA de Médecins du Monde. Je vais enchaîner un peu sur ce que vient de dire Nathalie. D'abord, moi je voudrais te remercier pour ce travail historique et enfin moi surtout ce qui m'intéresse dans ce que tu viens d'exposer, bon évidemment c'est d'avoir revisité l'histoire, mais je te remercie de nous présenter un objet politique. Je pense que c'est important, il y a une dimension extrêmement politique dans ce que tu dis, et je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse. Ouais, voilà, Nathalie l'a dit, hein, donc l'histoire de la non-substitution, ça c'était fondamental. L'histoire que maintenant on est dans une optique de médiation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, mais il y a eu l'AME, il y a eu aussi le développement des passes hospitalières. Enfin, je pense aussi qu'on pourrait, il faudrait peut-être être plus récent, mais c'est intéressant parce que ton travail, moi il y a une lecture historique, mais je pense qu'il va être extrêmement utile aussi pour qu'on pense la prospective.
Donc la médiation, la non-substitution, ça c'est important. Les chiffres, pourquoi c'est important les chiffres à Médecins du Monde? Je veux dire, on n'est pas des épidémiologistes, hein, je dis patentés, etc. Mais je pense que ce qui est absolument capital, c'est de ces chiffres d'en faire un objet politique. Je veux dire, l'observatoire de cette année, enfin ça fait longtemps qu'on fait ça, mais il faut qu'on le présente vraiment comme un objet politique, c'est-à-dire un objet d'interpellation. C'est-à-dire dans cette optique de la non-substitution, dire voilà, on a des chiffres, on a le terrain, on n'est pas des illuminés, nous on n'est pas des baltringues, on va pas installer des cliniques mobiles pour faire les baltringues et puis soigner les pauvres, c'est absolument pas le but. Il faut vraiment qu'on se mette en ordre de bataille. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas être plus long. Moi, le seul truc que je voudrais positionner, et ça me paraît capital, et c'est là que je te dis que ton travail est prospectif, parce qu'il doit nous amener, je pense... alors, non seulement il est prospectif, mais déjà il est d'actualité ton travail. C'est pas un truc qu'on va utiliser pour caler l'armoire. Je pense qu'il nous interpelle parce que je le trouve qu'il est éminemment d'actualité. C'est un truc qui est hyper d'actualité. Et ce que je veux simplement dire, c'est que ce qu'on va avoir à faire, je sais pas. Alors, il y a l'opérationnel, effectivement, il y a le travail politique, je ne sais pas comment on va faire, mais le sentiment que j'ai vraiment, c'est qu'on va avoir besoin de le faire tous ensemble. Et moi, ce que je voudrais situer aussi, c'est, je ne sais pas si tu as pu dégager ça, mais est-ce que tu as vu maturer ce qu'on pourrait appeler l'interassociatif ? Moi, on n'en a pas parlé aussi, mais on pourrait parler de tout le travail qui est fait à l'ODSE, tu vois, où on met en commun, où je crois Médecins sans frontières était parti et a réintégré l'ODSE l'année dernière ou il y a 2 ans. On va avoir besoin de l'interassociatif pour monter au créneau sur, je pense, des politiques de redistribution sociale qui vont sacrément se durcir. Je pense que moi, je suis d'accord pour pas faire ne pas avoir une mentalité en silo, il ne faut pas faire de silo. Je pense que la migration, ça fait partie intégrale de la violence sociale qu'on subit tous. Il y a une chose qui est très importante à Médecins du Monde, qu'on essaie vraiment de faire vivre en permanence, c'est de ne pas opposer les publics. Pas d'opposition des publics. Ça aussi, c'est fondamental. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est juste pour finir, vraiment si on pouvait se dire que voilà, il va falloir qu'on soit très unis de manière interassociative pour porter tous les combats qui sont à venir et dont ce que tu évoques dans ton histoire finalement. Moi, je vais Fabrice Besman d'Ultra, j'en profite, hein, j'ai le micro. Donc, une remarque sur la question des lits infirmiers. Je ne comprends pas. Est-ce que le parti pris, enfin l'opposition avec Emmanueli n'est pas surdéterminante dans l'opposition, dans la contestation de l'option des lits infirmiers, qui ne semble pas être une médecine au rabais? Je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire que les lits infirmiers constituent une médecine au rabais. Et un autre truc, ça c'est plus à mes collègues des MSF, la question de la non-substitution. C'est quand même un parti pris idéologique fort sur une conception qu'on se fait du rôle de l'État dans la justice sociale, etc. Et ce parti pris, on le retrouve également dans d'autres contextes. Par exemple, c'est au nom d'un principe de non-substitution qu'on a fermé d'autres missions à Madagascar, qui était une mission dont avait hérité la mission France, au motif que la lutte contre la pauvreté n'était pas une responsabilité qui incombait aux organisations humanitaires, mais à l'État en premier lieu, et qu'on ne voulait pas, de ce fait, décharger l'État de sa responsabilité. Et là, il me semble qu'il y a une exportation d'une conception politique des responsabilités de l'État social dans d'autres terrains qui est assez discutable. Oui, c'était juste, bon, bien sûr, tout ce qui a été dit par Esmeralda, Ronnie et les personnes de MDM, bien sûr, je partage, j'ai tout à fait retrouvé l'histoire de l'époque, mais quand même, il y a une petite différence avec MDM. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, vous appropriez la non-substitution. Mais je voudrais rappeler quand même qu'à l'époque, dans vos dispensaires, vous étiez subventionnés, vous avez des subventions des mairies, des conseils généraux, et ça, nous ne l'avons jamais fait. C'est une différence fondamentale entre les dispensaires de MSF et de MDM. Tout a été bien rappelé avec la difficulté qu'on a eue avec tous ces vieux médecins, dentistes, qui jusqu'à la mort ne veulent pas lâcher, alors que évidemment ils étaient là juste pour permettre de qualifier les faits. Donc ça, vous l'avez bien dit, mais quand même cette différence-là de MSF était en fonds propres, c'était la différence fondamentale avec MDM. Juste un détail dans votre présentation où vous disiez la tuberculose, etc. Moi, je crois que
l'importance du sida plus que de la tuberculose, de la confusion entre sida, maladie transmissible ou maladie contagieuse, que les gens n'ont toujours pas compris. Ça a fait bien peur et ça nous a bien aidés. Et je pense, grand merci, ACT UP. Je sais que vous êtes sur Aide, j'ai une préférence pour ACT UP. Merci. C'est pas moi qui vous le reprocherai. Vas-y. Allez-y. Tiens. Non. Juste répondre très brièvement sur le fait qu'on soit financé par des bailleurs. Je pense que ce qu'on peut aussi tout à fait, ce qui est aussi un objet politique, c'est notre bilan financier. Un bilan financier, ça peut être un objet politique. Et je pense que si on a l'argent des bailleurs, dans les contextes difficiles qu'on connaît, la baisse de la donation, etc., je pense qu'il est tout à fait possible de socialiser ce que nous donne un bailleur. Le bailleur, il nous donne de l'argent, il ne nous impose rien. Je pense qu'on a notre liberté, on peut démontrer des choses, on peut utiliser de l'argent public pour démontrer des choses, pour démontrer qu'on a des constats, qu'on peut améliorer des choses, qu'on peut faire de la médiation, qu'on peut par exemple promouvoir le fait que le rôle de médiateur sanitaire soit enfin reconnu en termes de santé publique, c'est des avancées aussi. Donc moi, franchement, moi j'étais pas né, de tout ce que vous avez raconté, j'étais pas né, mais actuellement j'ai aucun complexe à utiliser, à me dire que si un bailleur me file du pognon, je veux tout à fait être imaginatif et me démerder à le socialiser et en faire un objet pertinent et n'avoir aucun complexe avec l'utilisation de cet argent. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une qui... Tiens. Alors, Alexis. Tiens, il y a... Je trouve, tu as employé le mot politique, et je trouve qu'on oppose beaucoup faire du soin ou faire de la politique quand on parle de la Mission France. Là où il y a énormément de place pour juste faire du médical et le faire mieux et le faire de manière plus efficiente. Je trouve que ça a toujours été, chez MSF, se battre contre des dogmes ou des carcans pour mieux soigner. On l'a fait sur la malnutrition, comment mieux prendre en charge, comment faire plus, moins coûteux, en étant innovant. Et en France, où il y a autant de dogmes et de carcans, enfin on pourrait faire le parallèle entre ne pas surcharger les hôpitaux pour des malnutris, et en France, il y a tout autant de dogmes et de carcans et d'innovations à amener. Et ça, la Mission France et les décideurs, et la maison ici, a toujours été beaucoup moins innovante là-dessus, juste en restant sur le médical, en se réfugiant derrière ce pseudo truc, on fait pas de politique, on fait du sang, pas de politique. Alors, voilà, donc on en a terminé. Je vais terminer par deux remarques. La première, c'est que donc je connaissais un petit peu à gros traits cette histoire-là avant de rentrer vraiment dans le détail avec le travail de Caroline. Et ce qui m'a surpris, ce que j'ai redécouvert, ou même entièrement découvert, c'est cette proximité qu'on a eue dans les années 90 avec les associations militantes. On va appeler, en particulier les GISTI. Et cette histoire-là a entièrement disparu de toute la mémoire du présent à MSF. En tout cas, jamais, moi, pour m'intéresser à la Mission France et au travail qu'on fait dans ce pays depuis quelques années, on m'a parlé des relations qu'on a eues avec le GISTI. Et c'est d'autant plus étonnant que lorsqu'il a fallu de nouveau avoir de relations avec le GISTI ces dernières années, ça a été compliqué. Parce que le GISTI, c'est compliqué, parce que c'est politique, parce que c'est radical, parce qu'ils sont pour la liberté de circulation, parce que c'est des avocats, bon, tout un tas de choses, qui font qu'il s'agit quand même de maintenir une frontière un tout petit peu hermétique entre les deux mondes. Et c'était plutôt rassurant de voir que on pouvait, et on avait su en tout cas, dépasser ces préventions il y a une trentaine d'années, dans la mesure où il existait certainement déjà, il y a 30 ans, des résistances comme on peut en rencontrer aujourd'hui. Voilà. La dernière chose que je souhaitais dire, c'est que aujourd'hui, le travail de Caroline, il existe dans ce volume de thèse-là, qui est, on va le dire, assez peu accessible, mais dont on espère très prochainement
on pourra en lire une déclinaison publique. Donc voilà, c'est à souhaiter en tout cas que ce travail puisse être diffusé et circuler un peu plus largement au sein de nos associations respectives, mais au sein d'un public plus large. En tout cas, merci beaucoup, Caro, d'être venue. Merci. Merci à vous. Et puis, je vous propose de continuer à discuter avec Caroline ou entre vous avec l'apéro. Là. Ouais. Merci beaucoup.